Une démarche Smartport se construit autour d'objectifs stratégiques, comme on l'a bien vu dans notre table ronde de ce midi. Et il est également essentiel de la construire avec des acteurs qui permettent d'accompagner, d'accélérer et d'amener sur le marché les solutions développées. C'est le sujet de notre dernière table ronde. Et pour en débattre, nous accueillons M. Patrick Barahona, directeur général du pôle mer Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Olivier Mathieu, président The Camp. Bonjour, ravi d'être là. Ravi également de vous voir avec nous aujourd'hui. Franck Arrojo, directeur de l'accélérateur M. Bonjour. Mathieu Sommek, CEO et cofondateur de The Box. Bonjour. Et enfin, rebonjour à Charlie Barla, directeur de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. Rebonjour. Rebonjour. Pour commencer par vous, par le pôle mer, Monsieur Barahona, donc vous êtes le directeur général du pôle mer Méditerranée, qui est un réseau qui compte plus de 400 adhérents. Ça fait un terreau de nombreux projets d'innovation potentiels ou réels dans le secteur portuaire. Quel type de projet accompagnez-vous et quel est votre rôle ? Alors, dans le pôle mer, effectivement, on existe d'abord depuis 15 ans. Et dans notre feuille de route, on a 6 domaines d'action stratégique, dont plusieurs croisent vraiment les priorités du Smartport. Donc, en particulier, ce qui touche au naval et au nautisme, parce qu'il n'y a pas de port sans navire et inversement. Et ce qui se passe aussi dans les ports, la port, la logistique et les transports maritimes. Et en particulier, une des priorités que l'on a aujourd'hui, c'est la transition énergétique, écologique et numérique des ports. Donc notre métier, c'est de faire émerger des projets d'innovation collaboratifs si possible, c'est-à-dire associant des entreprises avec des laboratoires de recherche, universitaires ou des instituts, et de développer de nouveaux produits et de nouveaux services. Donc nous, notre implication dans le Smartport, puisqu'on est donc membre du comité technique, c'est de favoriser, on va dire, l'émergence de ces projets. C'est aussi de participer aux expertises quand on nous le demande, puisqu'on a une bonne expérience dans ce domaine. Et c'est aussi d'aller au-delà même de la région, c'est-à-dire dans le sourcing des projets, puisque nous sommes très impliqués en région sud dans la politique des OIR, les opérations d'intérêt régional, mais également nous sommes présents au niveau national au sein de la filière des industriels de la mer. Et nous sommes aussi impliqués dans la stratégie nationale portuaire. Donc à travers toutes ces actions, on arrive à gérer à la fois les priorités régionales, nationales et européennes, au bénéfice, on va dire, de nos adhérents et au bénéfice de l'initiative Smartport. Donc après, ça c'est sur le niveau, on va dire, purement français. Mais il nous semble utile de se positionner davantage au niveau européen. Alors bien sûr, toujours en essayant d'attirer un maximum de financement pour les entreprises qui sont sur notre territoire. Donc on a des outils pour ça. Donc il y a des outils au niveau des financements régionaux et nationaux, mais il y a des outils européens qui sont intéressants. Nous, on est impliqués dans un projet qui s'appelle Galatea, qui est un projet dit InnoSup. Alors c'est H2020 InnoSup, c'est le jargon européen, mais c'est le programme 4 de recherche et développement européen qui se termine. Et ce projet, c'est un projet dit de cascade funding, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent pour le redistribuer à des entreprises qui vont se positionner sur des sujets. Alors Galatea, pourquoi c'est intéressant pour le Smartport ? C'est que dans les priorités, il y a effectivement le Smartport et le Smartship. Et l'objectif, c'est de faire du transfert de technologie entre des domaines comme l'aéronautique, comme le numérique, vers des applications maritimes. Et il y a 7 partenaires dans ce programme, d'autres pays européens, il y a quelques autres français, il y a le pôle Aerospace Valley notamment, qui est un gros pôle aéronautique. Et on va chercher, on va faire un appel d'offres, comme on le ferait une agence de financement nationale. Et on va sélectionner des entreprises. Ces entreprises vont bénéficier d'un soutien financier pour faire un prototype, pour faire un démonstrateur, plus ou moins à grande échelle, avec des partenaires européens. Ils vont être financés, alors ce n'est pas des sommes extraordinaires, mais à hauteur de 60 000 euros sous forme de subvention. Qui peut atteindre 100%. Si le projet fait 60 000 euros, il peut avoir 60 000 euros. S'il en fait 300, il n'aura pas plus de 60 000 euros. Donc ça, c'est un premier outil. Il y a un deuxième outil qui peut être intéressant et sur lequel, je pense, vous avez peut-être déjà parlé aujourd'hui ou vous en reparlerez plus tard. C'est le call Greenport du Green Deal, donc un programme européen, sur lequel là, c'est effectivement les grands ports qui peuvent se positionner comme leaders.
Et le port de Marseille a l'intention de le faire, ou le fait actuellement, et de manière à montrer, on va dire, quelle est la démarche à la fois sur le côté transition écologique et transition numérique dans les ports. La compétition sera rude, mais ce sont des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros, donc qui peuvent bénéficier après derrière à tout l'écosystème portuaire et à des entreprises aussi du numérique. Merci pour cette belle précision, cette belle présentation. Olivier Mathieu, vous êtes le président de The Camp. Donc The Camp a été cette année pour la seconde fois partenaire de la co-innovation du Smart Port Challenge. On vient d'en voir les lauréats cet après-midi et ce matin, ils étaient 8. Comment se positionne The Camp sur le territoire et quelle méthode d'accompagnement proposez-vous ? Alors tout d'abord, on est ravis de participer à ce challenge pour la deuxième fois. Pourquoi ? Parce que déjà, avant de répondre directement à votre question, il y a un cadre un peu global qui est ce que nous on appelle la vision, la vision et la mission de The Camp, qui est un campus qui a été inauguré fin 2017 sur le territoire et qui veut justement, comme on dirait en américain, adresser les questions et les problèmes qui sont ceux de la Smart City et que moi j'aime bien appeler la Feel Good City. Parce que la Smart City, c'est le terme un peu éculé qui signifierait une ville plus connectée. Et il me semble qu'on peut aller un cran plus loin. On l'a vu à travers notamment la crise du confinement et de la Covid. Je pense qu'on a besoin aussi de retrouver les valeurs qui font qu'on vive bien ensemble, tous ensemble. Et donc repenser la ville, le vivre ensemble, etc., à travers l'innovation, à travers la technologie. Et parfois, ça peut être vraiment deep tech, comme on dit, et parfois aussi plus low tech, et des innovations qui sont moins technologiques, mais qui peuvent aussi apporter des solutions à la fois aux citoyens, aux entreprises, aux acteurs économiques et aux commerçants et aux citoyens également que nous sommes, et aux consommateurs et aux familles qui vivent dans les grandes villes. On était parti d'un constat qu'effectivement, une des dimensions vraiment conséquentes et importantes contre laquelle on ne peut pas lutter, mais avec laquelle il faut s'adapter, il faut en tirer les opportunités, c'est la démographie galopante. Alors, ça ne concerne pas seulement la France, pas seulement la région sud ni la métropole Aix-Marseille, mais il se trouve qu'on est aussi à l'intérieur de ce contexte global de démographie galopante. Et qui dit démographie dit accroissement des flux, accroissement du trafic et un certain nombre de problèmes qui vont en plus s'additionner à la démographie sur la question de la concentration et de la concentration urbaine. Vous savez qu'il y a plus de 54%, je crois, de la population humaine qui vit sur moins de 5% des territoires. Donc on est très concentré, c'est le phénomène des mégalopoles, et avec Aix-Marseille, on en fait partie. Et donc la question du port au cœur de la ville, c'est aussi une des questions qui est importante. C'est comment, effectivement, on maximise à la fois les intérêts économiques et le vivre ensemble qui vont avec la transition écologique, donc la mobilité, mais l'efficacité économique et les questions énergétiques, les questions de pollution, les questions de transport et finalement d'harmonie entre la vie quotidienne et la performance économique. Elles doivent être d'autant plus résolues que le port de Marseille, évidemment, un port qui a la caractéristique d'être aussi en ville. Donc cette vision d'un monde plus humain, plus durable, plus efficace, et qui s'est associé les aspects business et les aspects d'impact, c'est la vision de The Camp. Et en particulier, pour répondre plus particulièrement à votre question, on a le sentiment que pour résoudre ces grandes questions, qui sont des questions de long terme, ce n'est pas des questions qu'on peut résoudre à très court terme, et justement, on cherche un peu à lutter contre le court terme, les optimisations, de mettre des emplâtres sur des jambes de bois, etc. Il faut aussi repenser, et c'est le cas avec des infrastructures comme le port, il faut penser long terme dans un environnement économique global, avec des crises comme on en traverse aujourd'hui, parfois des opportunités, de la concurrence internationale avec d'autres grands ports. Il faut penser le coup d'après. Et pour arriver à résoudre des questions aussi fondamentales, ce qui est très intéressant, et c'est la méthodologie de The Camp, et c'est pour ça qu'on est fiers d'être là, c'est aussi de pouvoir réfléchir autour du concept d'intelligence collective. C'est des méthodologies et des outils particuliers. Et quand on pense à The Camp ou quand on pense au Smart Port, on voit ce que veut dire l'intelligence collective, à savoir que une entité seule ne pourra pas résoudre l'ensemble des problèmes, donc il faut apprendre à travailler ensemble. Donc ce principe collaboratif, ce n'est pas un principe qui est complètement inné, parce qu'on est dans un monde plutôt concurrentiel, où chacun va plutôt chercher de manière patrimoniale à attirer, si vous voulez, son expertise, son marché, son IP aussi, la propriété intellectuelle, avec une dimension de brevet, je dirais, fermé, etc. Alors qu'on a l'impression qu'il y a aussi une autre façon de travailler pour adresser des questions qui nous dépassent
tous, mais qu'on peut adresser ensemble. Donc ensemble, c'est le fondamental finalement de l'intelligence collective, c'est-à-dire faire travailler par exemple le secteur public avec le secteur privé, les grands groupes avec les startups, le monde universitaire avec le monde de l'économie. Faire travailler tout ça, ça demande plutôt de la méthodologie. Et donc The Camp ne revendique pas une expertise spécifique sur des questions énergétiques, sur des questions de transport ou sur des questions même de port ou de maritime. En revanche, on revendique une expertise qui est de mettre autour de la table avec des capacités de prototypage, avec des capacités de méthodologie qu'on appelle le futuring design, arriver à partir d'un briefing, de mettre ensemble des intelligences différentes et de les projeter ensemble dans le futur autour d'une même feuille de route, d'une même roadmap, comme on dit dans le métier de gestion de projet à l'américaine. Donc c'est ça qui nous d'abord habite, la vision, et puis ensuite nous anime au quotidien, c'est l'exécution de cette feuille de route en pouvant faire travailler, comme c'est le cas des challenges du Smart Port, des startups avec des grands groupes, donc peut-être des entités économiques qui ont des vitesses différentes, des façons de réagir différentes, des agilités différentes, mais qui ont une envie commune qui est quand même de travailler sur le bien commun, parce qu'il y a un aspect bien commun qui associe, ce que je disais tout à l'heure, ces aspects business et impact énergétique et environnementaux. Ok, donc plutôt accompagner et dynamiser avec le mieux travailler ensemble, c'est votre message. Voilà, mieux travailler ensemble avec quand même, pas seulement faire de la philosophie, mais des savoir-faire de prototypage pour vraiment pouvoir accoucher des projets avec des méthodes et des processus qui sont très professionnels. Ok, merci. Alors sans philosophie, Franck Arrojo, vous êtes le directeur de l'accélérateur M, sélectionné pour accompagner les étudiants dans le fameux hackathon Smartport dont on a parlé ce matin, hackathon Hackavise. Comment se fera la collaboration et quels sont les enjeux d'Open Innovation pour vous ? Alors pour nous, surtout pour en fait les partenaires qui ont formulé les défis. Pour alors on n'est pas sur M, tout à fait. tout à fait. Alors un peu à l'image de ce que vient de dire Olivier, effectivement, tout repose sur la méthodologie ou les méthodologies parce qu'elles peuvent être plurielles. On a effectivement remporté l'organisation de ce Hackavise. Je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas seul. On a un co-traitant avec nous qui est Code for Marseille. Code for Marseille, c'est cette association qui regroupe 9 écoles de code sur le territoire. Je ne vais pas toutes les citer. Et effectivement, la métropole nous a fait confiance pour opérer ce Hackavise, qui est une première, c'est assez inédit. Et avant d'essayer de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de répondre à votre question, il est important de souligner que nous avions fixé l'objectif entre 60 et 80 étudiants pour réaliser ce Hackavise. Aujourd'hui, on a 136 inscrits. Et là où le défi est encore plus fort, c'est que nous avons là des étudiants qui viennent de différents horizons. Ils ne viennent pas uniquement des écoles de code, ils viennent aussi des écoles de design, ils viennent aussi des filières métiers. Donc on a là une pluralité et une variété de profils qui, je l'espère, vont donner un résultat intéressant. Comment on va procéder ? Bien, écoutez, on apprend en marchant nous aussi, donc on essaie d'appliquer des méthodes que nous avons déjà éprouvées, mais on sent bien que du coup, elles ne s'appliquent pas de manière standard. Donc on s'adapte aussi à la situation actuelle qui est celle que nous connaissons tous, du confinement, même si peut-être que ce soir on sera en partie déconfiné. Mais pour dire que là, il y a aussi un arbitrage sur le choix des outils à mettre en place pour faire travailler toute cette communauté. Vous l'aurez compris, communauté difficile à mobiliser sur les 5 défis qui sont les nôtres. Donc 2 défis dans l'énergie, 2 défis dans le flux et un défi libre, avec une belle dotation qui est affichée actuellement à l'écran, de 17 500 €, grâce justement à ces partenaires-là. Donc on a arrêté le choix pas plus tard qu'hier après-midi de l'outil qui va nous permettre effectivement de faire vivre et d'animer et de modérer toute cette communauté d'étudiants et les amener vers ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Chauvin, c'est-à-dire, parce que sa formule m'a bien plu, c'est-à-dire en gros de toucher le rêve ou un bout du rêve. Alors le rêve, il est un peu formulé par ceux qui ont formulé les défis, bien sûr, mais c'est finalement les étudiants qui vont permettre peut-être de caresser ce rêve à travers les restitutions et donc les travaux qui seront les leurs, et justement de donner... Pourquoi Hackavise ? Pour donner justement un aspect beaucoup plus visuel aux travaux, plutôt que, pardonnez-moi l'expression, mais de, comme on dit dans le jargon, pisser du code pour du code. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur une approche code, d'où l'intérêt d'avoir mélangé tous ces profils très différents les uns des autres, et justement donner du bonus à toutes les équipes qui seront pluridisciplinaires, avec un accent en particulier sur le graphisme et sur le design. Est-ce que j'ai répondu à la question ? En tout cas, moi j'ai assez de matière pour passer à votre voisin et on reviendra
peut-être, sans doute, à d'autres points, d'autres questions à la fin de la table ronde, puisqu'on a du temps, effectivement, comme me le signale quelqu'un en coulisses, que je ne nommerai pas. Alors, Monsieur Sommeck, Mathieu Sommeck, vous êtes le CEO et cofondateur de The Box, accélérateur spécialisé dans le maritime et l'industrie 4.0, qui sont au cœur du Smartport marseillais. Mathieu, pouvez-vous nous indiquer les spécificités des startups qui travaillent dans ce secteur et comment vous les accompagnez ? Alors avec plaisir. Et avant de commencer, juste revenir sur le focus de The Box. On n'est pas focalisé que sur le maritime et l'industrie 4.0. C'est une partie importante de notre focus. Nous, on a été créé en 2018. On est assez jeune pour accompagner des startups qui sont porteuses d'innovation technologique dans les domaines du transport, de la logistique et des mobilités. Et ça inclut bien sûr le maritime et de l'industrie 4.0. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on les accompagne ? On a cette conviction que les startups jeunes que nous accompagnons, nous on les accompagne au stade de l'amorçage ou de la série A, elles commencent à être exposées à leurs clients. Elles viennent nous voir pour 3 grandes raisons. C'est d'abord toutes des startups qui sont porteuses d'innovation technologique, ce qui implique un certain nombre de développements et ce qui implique que les marchés sur lesquels elles vont évoluer sont non pas un pays, mais le monde entier. Et la carte qu'on vous présente ici, là, elle illustre les points jaunes, c'est les origines, les pays d'origine des startups qui sont actuellement chez nous. Donc aujourd'hui, depuis le début, depuis la mi-2018 et le démarrage de The Box, on a accompagné une 40aine de startups. Et ces startups, il y en a une moitié qui vient de France et l'autre moitié qui vient de l'international, d'un peu partout. Et cette dimension internationale est très forte pour nous à 2 titres. On est là pour aider nos startups françaises à explorer les marchés ailleurs dans le monde. Et on est là pour les startups qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, à explorer le marché européen et venir expérimenter leurs solutions sur ces territoires. Et ça, c'est tout particulièrement vrai pour les startups du Smartport qui nous concerne aujourd'hui, qui développent des solutions à base d'intelligence artificielle, de blockchain et autres, et qui sont particulièrement désireuses du coup d'aller pouvoir expérimenter leurs solutions. Et on a la chance ici à Marseille d'avoir un partenaire de choix qui est le Grand Port de Marseille. Alors si on revient juste sur la slide d'avant, j'ai illustré le propos avec deux startups qu'on accompagne actuellement. CanScan, qui est une startup canadienne qui fait de l'intelligence artificielle qu'elle a choisi d'appliquer spécifiquement à l'analyse de vidéos de conteneurs, de flux de conteneurs sur les ports notamment, et qui nous a rejoint il y a 6 mois pour peaufiner leur solution et puis commencer à développer leur business. Et Expedoc, c'est sur le même sujet, qui développe une intelligence artificielle pour optimiser et automatiser l'exploitation de la documentation dans le domaine de la logistique. Et c'est un ensemble de tâches qui sont potentiellement très coûteuses en temps et qui donc convient donc d'optimiser pour, 1, réduire et améliorer la productivité, et puis 2, être, comme on dit, plus intelligent avec les quantités de données très importantes auxquelles on a accès. Donc, deuxième axe de recherche de ces startups, et là on peut revenir à la slide d'après, ces startups, elles sont demandeuses d'exposition au business. Olivier l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un sujet important. Les startups, on sait qu'elles sont agiles, on sait qu'elles sont innovantes, on sait qu'elles ont cette capacité à avoir une idée, la prototyper rapidement et la tester sur un marché pour revenir éventuellement itérer et ainsi de suite derrière. Mais elles sont petites et pour se développer de manière importante, elles ont besoin de ce soutien d'acteurs qui ont un réseau plus important et notamment un portefeuille de clients plus important. Et c'est notamment ce qu'on essaye de leur offrir, nous, au travers du cercle de partenaires corporate qu'on a monté sur cette illustration. CMA-CGM, c'est notre partenaire corporate fondateur. Donc The Box, je vous ai dit, a été créé en 2018 à l'initiative de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM. Et depuis, on a cet ensemble de partenaires qui nous ont rejoints et qui apportent une expertise et une capacité d'expérimenter complémentaire sur les chaînes de valeur qu'on évoquait tout à l'heure et sur lesquelles on a choisi de se positionner. Il y a d'autres partenaires qu'on annoncera dans les prochains jours. Et tous ces partenaires, ils sont là parce qu'ils ont envie d'aider les startups qui nous rejoignent. Et ils sont là aussi parce que eux, tout simplement, ils ont envie d'accélérer leur cycle d'innovation. Et du coup, de pouvoir mettre plus d'innovation au service de leurs clients.
Donc, on voit bien l'intérêt des startups et des grands partenaires à travailler ensemble. Et je vais l'illustrer avec Searoots, qui est une startup qui se trouve avoir été lauréate du Smartport Challenge de l'année dernière, que nous continuons à accompagner, qui a développé un partenariat stratégique avec Aix-Marseille Université et qui a une thèse CRIFRE en cours. Donc, il coche pas mal de cases de notre sujet aujourd'hui. Et eux, ils ont développé, toujours à base d'intelligence artificielle, une solution qui permet d'optimiser les routes que l'on fait emprunter aux marchandises pour optimiser en coût, en délai et en performance CO2 le déplacement du marchandise d'un point A à un point B. Ils sont entrés dans The Box, ils faisaient de l'optimisation de routes maritimes et aujourd'hui ils font de l'optimisation de routes en multimodal, donc en intégrant les différents moyens de transport qu'on peut imaginer utiliser pour déplacer sa marchandise. Dernier point, on va dire très important de la recherche des startups, et c'est la slide d'après. Ces startups qui sont porteuses d'innovation technologique, et c'est une des raisons pour lesquelles elles ont besoin de se projeter à l'international, elles sont très, ce qu'on appelle capital intensive, elles sont très gourmandes en capital. Elles développent de la technologie, hardware ou software, mais elles le font, ce qui nécessite des capitaux significatifs pour réunir et constituer les équipes qui sont nécessaires au développement de ces solutions, et puis pour se financer sur les premières étapes qui vont permettre de développer la solution, de l'industrialiser, de la tester auprès des premiers clients et du coup de la mettre sur le marché. Et donc ça coûte un petit peu d'argent. Et ça, c'est illustré sur cette slide par les 40 startups qu'on a accompagnées depuis le début ou qu'on accompagne encore. Pour trouver les logos de celles qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Toutes viennent se faire accompagner par The Box, par d'autres structures, l'accélérateur M et The Camp et puis d'autres structures qui sont présentes ici, à Marseille, ailleurs en France ou dans le monde. Une des raisons, en complément du business qu'elles viennent chercher, c'est qu'elles viennent lever de l'argent. En cette fin d'année, elles ont levé à peu près une petite vingtaine de millions d'euros. On a là encore quelques belles levées qui continuent de se dessiner pour le début de l'année prochaine. Et c'est un élément très important pour la plupart pour pouvoir poursuivre leur développement que de lever cet argent. Et donc, on est là, tous ensemble, pas que The Box, hein, l'écosystème dans son ensemble, est là pour les connecter aux business angels dans les premières phases de leur développement, aux investisseurs de type venture capitaliste ensuite, et puis aussi nos partenaires corporate qui peuvent être des candidats à investissement potentiel dans ces startups. Alors, dans les startups que vous accompagnez, justement, est-ce que dans leurs innovations, elles ont des spécificités du digital dans l'environnement que vous pouvez citer? Alors oui, on a accompagné FuelSave qui, alors c'est pas purement du digital puisque c'est plutôt de l'industrie lourde. Ils ont développé un dispositif d'injection d'hydrogène et de méthanol dans les gros moteurs, notamment des bateaux, qui permet de réduire la consommation et du coup les émissions de CO2 et puis de particules négatives. Le bénéfice potentiel, il est entre 15 et 25%. Donc c'est potentiellement intéressant. On a accompagné Green Seaguard qui développe des capteurs pour optimiser la mesure en temps réel des émissions de particules, puisque vous savez peut-être, mais suivant l'endroit où on se trouve, il y a une tolérance en émissions qui est différente et c'est particulièrement plus drastique dans les ports qui sont dans les villes, comme le soulignait Marseille, comme le soulignait Olivier tout à l'heure sur le cas de Marseille. On a mentionné Searoots tout à l'heure et on a ce focus justement sur la dimension Green Tech qui tient à cœur de BNP, qui est un de nos partenaires, et puis bien sûr de CMA-CGM qui est très engagé sur le sujet. Donc oui, on a cet axe particulier qui s'insère bien dans le transport, la mobilité du futur qui seront plus verts. On en est persuadé. Okay, donc on remercie vos partenaires au passage. Exactement. Et vous, Franck, quels sont les profils des startups que vous accompagnez? Alors, l'accélérateur M a deux missions essentiellement. La première, c'est effectivement de proposer un programme d'accélération, ou plusieurs programmes d'ailleurs d'accélération. On parlera là plutôt de préaccélération que d'accélération, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et on est sur trois thématiques. Une thématique bleue qui rejoint absolument le sujet central de cette journée, du Smartport, donc toutes les activités liées à la mer, au nautisme et à l'eau en général. Puis une thématique verte justement sur alors la Smart City, mais pas forcément connectée. La Smart City, pour nous, c'est qualité de vie et urbanisme en Méditerranée. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle se définit chez nous. Donc ce n'est pas que de la ville connectée ou des smart grids, ou en tout cas de la technologie. C'est comment on vit mieux la cité. Et une troisième thématique rouge qui sont les industries culturelles et créatives. Pour rester focus sur la bleue, puisque c'est celle qui nous concerne aujourd'hui,
j'ai proposé les 4 logos qui sont affichés actuellement à l'écran. Donc Yadis qui a été accéléré en première promotion, la batch 1. C'est une entreprise qui est née à Aubagne, qui aujourd'hui se situe à la baie d'Oule, pour ceux qui connaissent un petit peu, et qui a mis au point un petit robot qui s'appelle le Jellyfish Bot, et qui se balade dans les ports et qui en fait ramasse tous les détritus à fleur d'eau, mais aussi les nappes d'hydrocarbures grâce à une traîne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise qui maintenant n'est pas prophète en son pays, c'est-à-dire que vendre finalement ces robots à Marseille, c'est plus compliqué que de les vendre à Kyoto ou en Norvège. C'est assez bizarre quand même. Et pour le petit clin d'œil, c'est plus facile de les vendre en Bretagne que sur notre côte méditerranéenne. Petit appel du pied. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi intégré au final dans les filets qu'elle utilise pour récupérer les détritus dont je parlais, une autre entreprise qui n'est pas citée là, qui a été aussi accélérée en deuxième promotion chez nous, qui est donc ClickDive, qui en fait du recyclage de filets de pêche. Et donc c'est avec ces filets de pêche recyclés que Yadis finalement fabrique ces filets pour récupérer. Ça, c'était pour l'économie circulaire qui pour nous est quand même nous tient à cœur et est un sujet important. Ensuite, je vais parler des 2 qui sont actuellement en accélération chez nous. Donc Innova Yacht, donc une jeune femme dynamique, Chloé Zayed, pour ne pas la citer, qui a décidé de lancer le yacht à hydrogène, 100% hydrogène, qu'elle a inauguré d'ailleurs du côté de Monaco avec le prince Albert à bord, et qui marche très très fort. Et là, le projet est en train de prendre une dimension absolument démente. J'espère qu'elle va tenir la barre pour le coup, mais comme elle est marin, donc ça devrait le faire. Okidoki, qui est un autre projet, probablement plus modeste, mais qui a quand même la prétention de digitaliser les ports de plaisance et notamment d'optimiser la fonction du gestionnaire de port pour plus de revenus pour le port, mais aussi pour tous les commerces et tous les centres d'intérêt culturels et autres du port lui-même, ou en tout cas en périphérie du port. Donc solution intéressante qui va être testée là tout bientôt. Et enfin, je termine par Abim. Abim, pourquoi je termine par elle c'est parce qu'aujourd'hui, elle est accélérée chez The Box et on est assez fiers, nous, qu'à la CISAM, effectivement, il y ait cette articulation intelligente où les structures ne se concurrencent pas, mais au contraire se complètent. Donc Abim, pour en dire un petit mot quand même, c'est une solution de BIM, donc de Building Innovation Modeling, en temps réel sur toutes les infrastructures immergées, donc des infrastructures qu'on ne voit pas. Elles sont captées via la technologie de la COMEX aujourd'hui, mais peut-être avec d'autres technologies, notamment des technologies de Nautilo+, qui est chez toi, pour donc détecter les désordres immergés et justement avoir des rendus bien plus élaborés qu'un simple PDF qui serait élaboré par des scaphandriers qui devraient plonger au préalable, faire les captations, remonter et ensuite faire leur rapport. Là, c'est automatique. Et donc, Abim, parce qu'Abim, aujourd'hui, est effectivement à l'étage supérieur, à la CISAM, la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, où nous sommes nichés et nous sommes très, très heureux d'être là-bas. Alors, justement, la transition est toute trouvée, Charlie Barla. Pour pouvoir booster les actions et accélérer, il faut des sous. On a parlé de financement, tous vos voisins ont parlé de financement. Et vous, donc, en tant que directeur de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, quels sont les accès au financement qu'offre la CISAM et quelles sont ses cibles ? Donc effectivement, merci pour la transition, Mathieu et Franck. Donc la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, c'est vraiment un projet collectif qui a été initié par la métropole Aix-Marseille-Provence, le groupe CMA-CGM, le groupe également l'Occitane et Aix-Marseille Université, avec des soutiens financiers de la part de l'ensemble des collectivités locales. Et notre volonté Aix-Marseille Université, c'était de ne pas la garder pour nous. On a voulu la partager, cette cité, et c'est en ce sens où on s'est rendu compte, et surtout l'actuel président d'Aix-Marseille Université, Éric Berton, qui animait un petit peu l'ensemble de l'innovation et de la valorisation sous l'ancienne mandature du président Berland. Il y avait un manque, c'est que les startups que l'on pouvait créer dans les incubateurs Allègre, que ce soit Belle de Mai ou Impulse, ils peinaient à trouver leurs premiers clients. Ils devaient régulièrement pivoter, c'est-à-dire repartir sur des nouveaux développements en fonction du cahier des charges du potentiel client avec lesquels ils discutaient. Et on a trouvé intéressant de s'associer à des family office de grands groupes
que sont CMA, CGM et l'Occitane, pour créer des incubateurs accélérateurs qui sont directement financés par les family office, de manière à ce que ces startups elles soient au plus proche des métiers. Je prends l'exemple, on est dans le domaine du maritime, mais je vais un peu basculer sur la cosmétique. Faire 1 kilo de crème dans un labo, c'est facile. Faire 10 tonnes de crème pour les vendre, c'est un autre métier, c'est plus le même métier. Et à partir de là, vous avez besoin de métiers d'industrialisation, et c'est principalement là où les startups pêchent. Donc c'est pour ça qu'on doit les mettre en relation avec ces métiers, et c'est l'objectif également de The Box et d'Obratory. Et nous, on est là pour justement faire ce lien aussi, puisqu'on est un vivier de talents potentiels avec les 80 000 étudiants que nous formons dans l'ensemble des disciplines scientifiques et industrielles, avec nos enseignants-chercheurs qui sont aussi bien à jour de par les recherches bibliographiques de ce qui peut être fait ailleurs sur la planète. Donc on est en mesure d'accompagner et de développer en partenariat avec ces startups ou avec des entreprises des collaborations de recherche. Comme l'a dit Mathieu, Sirout s'est appuyé sur des compétences du laboratoire d'informatique et des systèmes en recrutant un thésard CIFRE. Il a même fait un recrutement d'un second thésard, mais plutôt dans les aspects économiques là, et gestion pour The Box. Donc on est là pour apporter des recrutements de talents, de mettre également en relation qualifiée avec des chercheurs qui voudront travailler avec des industriels pour leur faire bénéficier des meilleures compétences, d'accompagner les startups présentes avec les partenaires de l'écosystème, d'organiser aussi des événements et des networking, puisque bon, on n'a pas pu encore l'inaugurer totalement, puisqu'on a un rooftop de 400 mètres carrés qui ne demande qu'à être utilisé, et on espère qu'on va sortir de cette crise assez rapidement. Pour pouvoir mélanger les gens, il faut mélanger les métiers, il faut mélanger les startups, il faut mélanger les chercheurs avec des étudiants, et tout ce monde ont la CISAM pour pouvoir échanger. Comment on peut être amené à financer? Là, on a lancé avec notre fondation IDEX, qui s'appelle Amidex, 6,5 millions d'euros à destination de l'écosystème du monde socio-économique, mais également culturel, de manière à initier des premières collaborations avec des laboratoires de recherche pour des entreprises qui n'en auraient pas encore, de manière à ce qu'elles puissent bénéficier des dernières compétences scientifiques de nos laboratoires. Leur présenter également des brevets qui sont déposés par la SAT Sud-Est, qui sont issus directement de nos laboratoires de recherche, et les accompagner aussi sur des réponses aux appels à projets nationaux, mais également européens, que ce soit des projets ANR, puisque nous avons signé aussi avec un autre partenaire qui s'appelle Enedis, un programme de 2 millions d'euros sur tout ce qui va être mobilité électrique, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, pour créer un simulateur qui va permettre de positionner les bornes de recharge électrique sur la métropole, en fonction des zones d'habitation, des zones commerciales, des zones industrielles, puisqu'on ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de recharge de véhicules. Également sur Horizon Europe, anciennement H2020 qui va passer Horizon Europe, où on travaille bien évidemment avec l'ensemble de l'écosystème, dont le GPMM et le Polmer, et également nos collègues du CEA et aussi du CNRS sur cette problématique de Green Deal, pour déposer un projet à 25 millions d'euros au mois de janvier 2021. Donc on essaie, malgré nos faibles revenus, on va dire, puisque une université, c'est pas un grand groupe privé. Une université, elle est là pour former et faire de la recherche et transférer cette recherche à destination du monde industriel et des citoyens. C'est-à-dire que nos chercheurs participent également à valoriser toute leur technologie auprès du citoyen lambda. D'ailleurs, il y a la nuit des chercheurs vendredi, donc je vous invite à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous aurez l'opportunité de pouvoir discuter en direct avec des chercheurs en webcam, en webinar. Donc vous pouvez regarder Nuit des chercheurs, Aix-Marseille Université. C'est un event national. Donc notre volonté Aix-Marseille Université, c'était de s'associer avec des family office pour que nos startups issues de nos laboratoires de recherche puissent avoir plus de financement, de venir abonder aussi à ces financements, les accompagnant de par notre aura au niveau européen, puisque sur le dernier programme, c'est plus de 80 millions d'euros qui ont été versés à Aix-Marseille Université sur des projets européens. Donc on est là pour mettre en relation et pour faciliter le transfert de l'innovation le plus vite possible. On a souvent ce dogme qui est de dire au sein des industries, je sais, j'ai travaillé aussi dans des industries avant de travailler à l'université, c'est de dire, ouh là là, un laboratoire de recherche, je vais mettre 2 ans à signer un contrat. Non, on ne va pas le faire.
C'est pas vrai. Il faut faire tomber ce dogme. Les chercheurs ne font pas que de la recherche fondamentale. Il y en a qui font de la recherche appliquée, notamment dans le numérique où les choses vont très vite sur l'intelligence artificielle, qui est aussi un mot très galvaudé à l'heure actuelle, comme l'innovation a pu l'être depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils font de l'IA. Quand on va diagnostiquer exactement ce qu'il y a dedans, parfois il n'y en a pas, voire même souvent il n'y en a pas. Donc ça, nos experts, il faut savoir que l'IA, dans 2000 lignes de code, ça peut être 3 ou 4 lignes seulement, et c'est là où vous avez la valeur ajoutée du logiciel qui va permettre justement d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'industriel derrière. Donc voilà, de manière assez rapide, puisque je vais laisser un petit peu de temps pour les questions. Oui, il y en a de tous ordres, mais avant de toute chose, Franck, vous parliez du hackathon. Il y a un point qu'on n'a pas vu dans notre conférence de ce matin, c'est est-ce que vous savez combien d'étudiants seront sur ce hackathon et quel est le calendrier ? Alors, justement, on avait pour objectif, je pense l'avoir dit tout à l'heure, mais je le répète, on avait entre 60 et 80 en objectif, on en a 136 aujourd'hui d'inscrits sur la plateforme que nous avons ouverte grâce à la métropole, et je tiens à remercier la métropole, du coup, vous me tendez la perche, donc je tiens quand même à remercier nos membres fondateurs qui sont donc la métropole, les 2 villes d'Aix et Marseille, Aix-Marseille Université et bien sûr la région Sud, auquel il convient quand même de rajouter la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence dans laquelle nous sommes, et les pôles de compétitivité, puisque j'ai mon trésorier qui est à ma droite, là, donc Patrick Barahona, donc le pôle maire, le pôle Optitech, le pôle SES et le pôle Cap Énergie. Une fois cela dit, comment nous allons procéder avec 136 étudiants un peu éparpillés sur le territoire? Ça va être compliqué, donc on a choisi ce fameux outil, donc pour ne pas le citer, Workplace, qui va nous permettre d'animer en fait et de mettre en œuvre la méthodologie qui va être la nôtre. Alors il va y avoir des sprints qui vont être ponctués par des démodés. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce terme, parce qu'en français, démodé, ça fait démodé. Bah, c'est Demo Day. Donc, du coup, ils seront recadrés par les partenaires qui ont formulé les défis. C'est-à-dire qu'il y aura... Donc, on devait le faire aujourd'hui. Les team building devaient se faire aujourd'hui, puisque le présentiel était prévu du côté du Palais du Pharo. Mais au final, on digitalise toute cette approche et cette démarche. Et du coup, là, avec les coachs et les partenaires, on va le faire quasiment tout à distance. On aura quelques séances de présentiel qu'avec les team leaders. On aura quelque chose comme entre 24 et 30 équipes, puisque les équipes sont composées entre 4 et 7 étudiants maximum. Donc vous voyez ce que ça donne comme animation. Ça va être sport, mais c'est normal, c'est une première, donc on relève les défis. Et on va s'entraîner. Donc. Et quand on parle d'étudiants, Pierre Cariou n'est jamais très loin. Alors il posait la question sur le chat. Pierre Cariou, qui est donc professeur d'économie maritime, qui était avec nous cet après-midi, sur la table ronde du Greenport. Alors qu'est-ce qu'il demande, Pierre Cariou? Il vous demande, Singapour a annoncé 1 million d'euros en incubateur de recherche sur imprimante 3D pour faire des pièces détachées de navires. Hub maintenance marine, je vous lis la question telle qu'elle est rédigée. Existe-t-il des projets similaires sur Marseille et en Europe? Oui. Merci. Voilà Pierre, si tu nous entends. Nous avons effectivement des compétences à Aix-Marseille Université qui se situe à Aix-en-Provence sur une plateforme technologique qui s'appelle Technovalo qui imprime du métal. Il y a à l'heure actuelle déjà des relations assez avancées puisqu'il y a déjà des prototypes qui sont développés pour des industriels locaux. Je ne citerai pas lesquels pour maintenir la confidentialité bien évidemment puisqu'on est soumis à ça aussi. Donc on sait imprimer du métal. On a aussi des chercheurs qui ont déposé des brevets pour imprimer du verre. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi qui sortent d'Aix-Marseille Université et qui intéressent des grands groupes industriels français. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on ne crée pas une start-up sur cette technologie plutôt que d'aller la sous-licencier à un industriel qui la garderait pour lui, puisque l'objectif, c'est aussi de créer de l'emploi sur la base des technologies qui peuvent être brevetées issues d'Aix-Marseille Université. Donc oui, nous avons aussi des compétences dans le domaine. Donc on n'a pas mis 1 million d'euros comme à Singapour, puisque Singapour a quand même des facilités d'investissement sur la R&D qui sont autres que la France.
Mais on est un pays aussi dans lequel où il y a énormément d'investissement qui est fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la réussite, elle réside simplement dans le travailler ensemble. Plutôt que de travailler les uns à côté des autres, mélangeons-nous, travaillons ensemble, et on verra éclore des pépites en local, comme il y en a déjà eu, et comme il y en a déjà, et comme il y en aura encore plus dans les années qui viennent. Merci. Merci d'avoir répondu à Pierre Cariou. On espère qu'il est suffisamment renseigné. Alors, j'ai une question pour vous tous. Comme ça, nous restons dans l'homogénéité. On l'a vu, le Smartport est un marché porteur pour les startups. Comment pensez-vous que ce marché va se développer dans l'avenir? Par des grands groupes, par des petites entreprises, par des entreprises issues de la recherche? Comme j'ai recommencé, je vais reprendre la question. Oui, je pense que ça concerne toutes les entreprises. Je crois qu'il y a déjà sur le Smartport, nous on a eu souvent des débats sur qu'est-ce qu'on met derrière le Smartport. Et au début, on pourrait penser que le Smartport, c'est d'abord que du numérique. En fait, non. On dépasse largement ce cadre. Vous avez parlé du Greenport, je pense, avant. Donc on coche à peu près toutes les cases. Donc le Smartport, c'est un port entrepreneur qui va s'ouvrir sur la ville et qui va être aussi un endroit où on va pouvoir faire des démonstrations. Donc moi, j'ai pas voulu citer d'entreprises parce que j'aurais été un peu gêné, puisque toutes celles quasiment qui ont été citées, qui sont incubées, accélérées, etc., sont membres du pôle également. Donc je n'aurais pas créé de jaloux parce qu'on a aussi des ETI et on a aussi des grands groupes qui sont impliqués dans le Smartport. Donc aujourd'hui, c'est très bien d'avoir sur les nouvelles solutions des startups qui se positionnent. On a des PME qui sont en train de muter, se dire c'est un marché dans lequel ils peuvent se diversifier. Parce qu'on n'a pas parlé de la sécurité aussi, mais la sécurité, ce n'est pas que la cybersécurité, elle n'est pas que numérique, elle est aussi sur la surveillance du plan d'eau, elle est aussi sur la protection de la biodiversité. Il y a tout un tas de sujets qui sont autour de ça, sur l'énergie aussi. Et donc vous avez toute une chaîne, enfin, on pourrait dire il y a une chaîne de la valeur du Smartport, où on va trouver effectivement de la conception jusqu'à après la maintenance, voire le démantèlement, en passant par les réalisations, on va trouver toutes sortes d'entreprises qui vont se positionner sur cette chaîne de la valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est qu'au début. Le fait que le Grand Port Maritime de Marseille, avec ses partenaires, se lance dans ces challenges Smartport, avec des endroits où on va pouvoir faire des démonstrations. Il faut aller plus loin même. Il faut que le port devienne une zone d'accueil pour un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir faire des essais, y compris des essais à plus grande échelle que ce que l'on fait sur les challenges, qui sont déjà super. Hein. C'est très bien ce qui est fait, mais on doit encore aller un petit peu plus loin. Et je pense que c'est comme ça qu'on développera un tissu industriel complet dans le Smartport. D'autres commentaires par rapport à cette question? Sinon, il nous reste... y a-t-il des outils de financement nécessaires dans l'écosystème? Waouh. Si des outils de financement sont nécessaires, ah oui, absolument. Il y a des trous dans la raquette, hein, et on continue à avoir des trous dans la raquette, notamment dans le pré-amorçage et l'amorçage, même si on est pas mal doté. On a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle AMPA, Aix-Marseille Provence Amorçage, qui vient financer de l'antécréation. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, largement. Et il y a un gap aujourd'hui quand même, alors, qui peut être comblé parfois par justement l'intervention de family office ou de corporate, mais il y a quand même un gap entre la série A et finalement les fonds d'amorçage à proprement parler. Alors la région a déployé des fonds spécifiques qui s'appellent maintenant RSI, les mal nommés je trouve, mais du coup ils répondent, mais en partie à la demande. Mathieu l'a très très bien souligné tout à l'heure. Les entreprises qu'on accélère, on les appelle start-up, on les appelle comme on voudra, ces entreprises innovantes qui sont agiles et qui se reposent en principe sur l'innovation technologique, elles sont consommatrices de capital. Elles ont de gros cash burn. Et cette phase du pré-amorçage et de l'amorçage, aujourd'hui, est quand même assez mal couverte en région. Et oui, il nous manquerait encore des outils, pas spécifiquement sur le bleu, hein, mais sur... Peut-être juste une opportunité à saisir, c'est le plan de relance. On en parle beaucoup. Voilà, parce que et aujourd'hui, sur le plan de relance, il y a à la fois des appels ouverts sur les investissements et d'autres, ce qu'on appelle la résilience, qui est plus sur la relocalisation de certaines productions ou fabrications. Et même si ce n'est pas centré, il n'y a pas de plan de relance sur les ports, même s'il y a eu 175 millions d'euros affectés aux ports, ce qui est déjà pas mal, aux grands ports uniquement, et le port de Marseille en a récupéré une partie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher des financements sur le plan de relance. Il y a beaucoup d'argent sur l'hydrogène. On sait que l'hydrogène, c'est un sujet majeur dans les ports et pour les navires.
Donc il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter à déposer des projets au niveau du plan de relance. Peut-être un commentaire. J'ai aussi la casquette de vice-président de la French Tech Aix-Marseille et également de France Digital à Paris. Donc j'observe beaucoup le financement de l'innovation en France depuis quelques années. Et c'est vrai que je continue de déplorer que ce soit encore trop concentré à Paris. C'est la question un peu des trous dans la raquette que tu mentionnais. C'est vrai qu'on est quelques-uns qui ne sont pas forcément des vrais Marseillais. On vient et on croit beaucoup en Marseille. Et je trouve qu'il y a avec le Smart Port, on a un exemple de spécificité qui est très intéressant. C'est d'aller chercher l'innovation qui nous différencie de la capitale de Paris, qui elle-même peut toujours courir aussi derrière San Francisco ou derrière les autres pôles d'innovation. On a parlé de Singapour, il y en a quelques autres, la Scandinavie, Israël, etc. Donc on a d'autres endroits qui sont aussi des sortes de start-up nations. Mais je pense qu'il y a des cartes à jouer, notamment pour attirer les investisseurs dans la région sud et sur la métropole Aix-Marseille. Le port, forcément, en est un. C'est cette caractéristique d'être ouvert sur la mer, d'être donc une ville de commerce, de transport, de flux, etc. Et du coup, avec un impératif de blue economy ou de green economy, enfin en tout cas d'économie de la mer et d'économie de la transition énergétique et écologique. Et donc, je pense qu'on a encore du travail à faire. On essaie de le faire avec chacun nos petits bras, mais ensemble, on peut aussi se coordonner, ce qui arrive souvent dans les grands événements internationaux. On s'est déjà croisés les uns et les autres dans des événements internationaux, mais il faut aller représenter le port et plus globalement la métropole sur les grands sujets de mobilité ou de caractéristiques qui rejoignent un petit peu ce que je disais au départ, c'est qu'on est dans un contexte global de mondialisation et de concentration démographique. Donc on a des enjeux à résoudre ici, et ces enjeux, ils peuvent être après exemplaires, voire des solutions technologiques qui seront, quand tu citais l'exemple de la start-up sur les yachts, par exemple, etc., c'est ensuite des potentiels qui, partant de Marseille, ont une vocation qui peut être internationale, intéresser Monaco, Rio de Janeiro, Palerme, Barcelone ou Tel Aviv. Donc en fait, je pense qu'on a encore des cartes à jouer pour aller chercher cet argent. Sur ce sujet, pardon, je te donne tout de suite la parole, Charlie. Je mettrai juste un petit accent sur l'Europe, justement. On mobilise assez mal les fonds européens à destination des entreprises directement. Alors, il y a les initiatives que Patrick a très bien décrites et qui fonctionnent, mais qui sont parcellaires encore, je trouve. Il faudrait là aussi peut-être une action plus forte pour que, déjà, on arrive à mieux sensibiliser la Commission sur les attributions des programmes et comment, en fait, ils dotent ces programmes-là. Mais ensuite, comment les entreprises pourraient en bénéficier directement. C'est toujours un peu complexe quand même, l'Europe, avec un jargon bien particulier et des rouages qui ne sont pas... Et on a ici, entre le Polmer et Aix-Marseille Université, des structures qui savent faire. Donc, ceux qui peuvent aller capter ces fonds et mieux les redistribuer sur l'économie locale et notamment sur l'innovation, je trouve que ça serait une belle opportunité de combler le manque d'outils de financement. Les trous dans la raquette. Juste pour terminer, effectivement, on a également été lauréat French Tech Seed, qui était un appel à projet de BPI l'année dernière ou celle d'avant, je n'ai plus en tête, 2018, donc qui vise à financer des startups qui sont en phase d'amorçage. Donc c'est un nouvel outil qui avait été lancé par BPI il y a 2 ans et nous sommes labellisés. C'est la SAT Sud-Est qui porte ce nouvel outil de financement, et nous nous sommes alliés avec l'ensemble des partenaires du site, c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les partenaires de la CISAM, dont The Box, dont Accélérateur M, mais aussi Marseille Innovation, les incubateurs Allègre et aussi d'autres pépinières d'entreprises qui participent à proposer des startups qui sont dans des phases de levée de fonds. L'idée, c'est de venir abonder avec des OC, des obligations convertibles par BPI, par l'État français qui prend des parts dans les sociétés. Donc on a des outils qui se créent, on essaie de répondre. Bon, on a répondu dernièrement à SIA, cet incubateur, accélérateur, mais apparemment, pour le moment, ce n'est pas encore arrivé à Marseille, puisque c'est resté assez concentré sur Paris, d'après les résultats qui sont sortis la semaine dernière dans la presse. Juste un tout petit mot, on est sur une journée Smartport, on parle des dispositifs de financement qui manquent et on pourrait se poser la question, il existe tout un tas de fonds d'investissement thématiques dans divers domaines et pas dans l'économie de la mer. Donc ça fait partie des questions qu'on pourrait évoquer, peut-être plus en guise de conclusion, mais je pense que c'est une question qui est ouverte. Le débat est lancé. Voilà. Exactement. Le message est passé, c'est l'essentiel. Merci messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci.